enregistré. Ah. OK. Et je vais surveiller la salle d'attente. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Je pense que je connais la plupart d'entre vous et en tout cas que j'ai échangé avec la plupart d'entre vous. Bienvenue pour cette troisième dernière séance de nos rencontres de réseaux sociaux et communication numérique au service des organismes en histoire. Donc, je me présente rapidement. Je vais regarder sur deux écrans pour vous donner la meilleure présentation et avoir le texte. Nous sommes... pardon, qu'est-ce que je disais? Donc, Jean-Réré Galzi, directeur adjoint de la Fédération Histoire Québec. On s'est probablement vu effectivement depuis mon arrivée à la Fédération en septembre 2022. Et puis, j'espère qu'on se reverra en mai 2023 en personne au congrès de Boucherville. On va très bientôt annoncer la programmation, donc restez alerte sur nos réseaux. Pour ce troisième volet, c'est un plaisir de vous retrouver et de poursuivre cette formation, puisque moi-même, comme le disait Guillaume et comme j'essayais de vous expliquer, j'ai pris un grand rôle dans le développement, le dynamisme des réseaux sociaux de la Fédération, notamment dans la dans la gestion de la page Facebook, dans l'animation, la création de contenu, dans le cadre du projet de rayonnement numérique, puis dans mes fonctions actuelles. OK. Au programme donc de ce soir, n'hésitez pas à m'interrompre si je parle trop vite ou si vous voulez intervenir ou compléter ou poser des questions. Je suis très à l'aise avec ce mode de fonctionnement. Au programme, nous allons faire un retour sur les acquis des séances passées et notamment, on va ouvrir un peu avec ça, interroger la notion de persona. Merci aux personnes qui m'ont envoyé leur exercice pour, dans un premier temps, mieux connaître nos publics afin de, dans un deuxième temps, orienter les créations de contenu et, dans un dernier moment de cette rencontre, explorer les stratégies pour augmenter la visibilité de nos contenus, de nos créations. On va ce soir mettre un petit peu de chair sur ce que vous avez vu dans les séances précédentes et au cours de la soirée, vous allez croiser beaucoup d'exemples de bonnes pratiques observées dans les organismes membres qui pourront vous inspirer. Pardon, salle d'attente. Et si on a le temps, vous voyez pour le point 3, si on a le temps, j'aimerais qu'on explore deux outils complémentaires qui ont été demandés. Mailchimp pour l'infolettre et Canva pour la création de design. J'avais des captures d'écran, mais on pourra le faire plutôt en direct, en manipulation en direct. Et puis, enfin, en guise de conclusion, donc, j'aimerais replacer avec vous toute cet ensemble de formations dans tout ce qui est offert comme service aux membres, que ce soit d'autres formations, des boîtes à outils ou tout ce qu'on peut vous apporter qui n'est pas encore pensé et que on compte sur vous pour nous relayer. OK. En introduction, quelques points pour résumer les séances passées de ce que vous avez pu voir avec Guillaume. La première, c'est que les réseaux sociaux sont incontournables. Si vous n'y êtes pas, vous y êtes malgré vous. Puis c'était un peu en réponse à un commentaire qui me disait « Et moi, j'aime pas ça, les réseaux sociaux, pourquoi je devrais y être ?» C'est tout à fait légitime de ne pas vouloir y être, mais votre contenu risque d'y être et vous en perdez la trace, vous en perdez l'expertise, vous en perdez l'autorité. Ici, c'est un exemple, c'est pas de la malveillance, c'est pas du... Il y a une question de droit d'auteur, puis ça, c'est une formation qu'on prépare pour septembre. C'est jamais fait avec la mauvaise volonté, mais il y a toujours quelqu'un qui va récupérer une image quelque part et la diffuser, puis la paternité va se perdre. Pour vous, ça veut dire une perte d'autorité, une perte des droits, éventuellement une perte comment dire, des revenus que pourrait apporter la reproduction et la diffusion. Est-ce que Chantal, vous levez la main? Non, ok, pardon. Ok. Vous avez un spectateur, mon chat vient d'arriver. Bon, ici, c'est un exemple. C'est une photo de la collection de la Société historique du Saguenay, qui a été repartagée avec probablement la volonté de toutes les la passion de tous les amateurs d'histoire sur un groupe d'amateurs. Mais le
crédit est incomplet, on n'a pas de filigrane, on y reviendra et puis on reparlera de l'introduction de Monsieur Dufour. Il y a quelque chose qui est dommageable pour vous de ne pas y être et de ne pas avoir cet effort, ce- cette volonté d'être présent sur les réseaux et de mettre en valeur votre contenu. La deuxième, c'est que oui, les réseaux sociaux sont une jungle. Tous les contenus occupent le même espace, puis c'est vraiment une concurrence entre vous et le grand monde de l'Internet, fait que c'est certain que la concurrence est impitoyable pour les organismes à but non lucratif. Donc, c'est la question que j'aimerais ramener dans l'autre sens, plutôt que de penser qu'est-ce que vous devez faire pour être actif sur les réseaux sociaux, pensez plutôt qu'est-ce que les réseaux sociaux peuvent apporter à votre mission en prenant en compte, bien sûr, des ressources limitées en argent, en ressources humaines. Et c'est là que j'amènerai vos 3 points forts en tant que société d'histoire ou musée ou centre d'archives, tous les organismes membres qui nous rejoignent. Le premier, c'est le contenu. Euh, et on le voit quand on vient vers vous pour aller chercher vos archives visuelles, vos archives textuelles. Les collections sont chez vous, c'est les sociétés d'histoire, les organismes de la fédération qui possèdent les traces de l'histoire, qui peuvent les conserver et qui peuvent les faire connaître. Le deuxième point, c'est l'expertise. C'est chez vous que sont les personnes qui sont les mieux à même de faire vivre et faire parler ces traces. Et le troisième, c'est l'appartenance, c'est l'ancrage local, c'est l'engagement citoyen que vous avez auprès de votre communauté, auprès de votre territoire. C'est un peu la phrase qui était, que je vous ai écrite pardon, en bout de la page. Les sociétés d'histoire préservent, documentent et conservent les archives et la mémoire d'un territoire. Elles sont les mieux à même de donner une voix à ces traces du passé et à les faire revivre au profit de l'éducation, de l'enracinement et de la mise en commun d'un héritage. Donc, changer un petit peu la vision de voir les réseaux sociaux, non pas comment on doit nourrir, mais comment les réseaux sociaux vont nous être utiles. Est-ce que ça va jusque-là? C'est une philosophie qui est très hétérodoxe, mais c'est la mienne. Ok, on va revenir sur la notion de persona. Donc, vous vous rappelez peut-être de cette diapositive de la séance 2. Vous avez vu que la notion de persona consiste à incarner en une personne imaginaire votre auditoire ou vos différents auditoires et à cibler leurs intérêts, leurs goûts, leurs motivations, leur manière de consommer les réseaux sociaux et la culture notamment. Et c'est un exercice qui peut être assez abstrait et complexe, mais on va faire la route ensemble et prendre, encore une fois, cette idée de prendre les réseaux sociaux et leur contexte et leur concept, pardon, pour ce qu'ils révèlent de votre auditoire, pour ce que vous pouvez en apprendre et en tirer. On a fait l'exercice avec la page Facebook de la fédération, en fait avec tous les réseaux sociaux, mais c'est vraiment le même découpage, vous allez voir. On a au moins 3 personas différentes. Probablement que vous allez retrouver les mêmes si vous faites un peu l'exercice de votre côté. Le premier, c'est mettons, le public captif, les personnages qui sont les membres impliqués des sociétés d'histoire comme vous. Donc, vous avez une personne qu'on a identifiée comme une femme d'une 50aine d'années, active ou en fin d'activité professionnelle, qui consacre beaucoup de son temps à une société d'histoire et à son rayonnement, qui s'intéresse aux actualités en histoire et patrimoine avec une volonté de ramener ses acquis au bienfait de la société d'histoire, avec des opportunités de développement, de financement, de formation, qui est une personne qui est très allumée sur la culture en général, qui va suivre beaucoup le milieu culturel euh, québécois, qui va suivre les sociétés d'histoire de son entourage, la Fédération Histoire Québec, les fédérations de généalogie, les musées québécois, les musées de son coin. Sherbrooke, c'est pas à côté de Roland, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Quelle est la stratégie pour la rejoindre? Dans ce cas-là, c'est assez facile, c'est vraiment l'actualité, l'activité des sociétés d'histoire et de leur regroupement, mettre en avant les bons coups, leur offrir des réciprocités de visibilité, leur montrer que nous appartenons à un réseau, puis c'est ce qu'on essaye de faire à la fédération. J'ai quelques exemples. Oui, parfait. Euh, quelques exemples. Je précise que je pense que ça avait été soulevé. Ici, vous avez les captures d'écran de publication qui sont en blanc sur noir. C'est juste par choix personnel que ça s'affiche comme ça, mais si vous voulez les avoir en noir sur blanc,
Euh, c'est juste une question d'affichage. Donc, pour la première persona qu'on a identifiée, qui est la membre de Société d'Histoire, vous avez des publications qui vont vraiment cibler l'actualité de ceux et celles qui travaillent en histoire. Les prix qui peuvent intéresser, qui sont destinés aux membres actifs en histoire. Excusez. Et là, là. Aux membres actifs en histoire. À gauche, le prix Léonidas Bélanger. Il est encore temps de postuler jusqu'au 17 avril. Et à droite, une activité qui était vraiment une activité de type table ronde des organismes membres de la fédération, donc ouverte au grand public, qui probablement intéressera nos personnages 2 et 3 qu'on va voir à l'instant, mais qui était d'abord destinée à mettre en avant la collaboration, l'expertise de nos membres. C'était très le fun. Elle est disponible si vous ne l'avez pas, si vous l'avez manqué. La deuxième persona qu'on a identifiée, c'est un public qui est régulier mais infidèle, qui est probablement plus jeune, qui vit dans les centres urbains, Montréal, Québec, Sherbrooke, parfois des villes étudiantes, qui a un intérêt assez marqué pour l'histoire en général, qui peut être assez vite, assez facilement capté par des causes, par des sujets. Pardon, il y a une faute, l'histoire nous le dira, qui a un intérêt pour l'histoire, un peu plus le fun, un peu plus quotidienne, sans vraiment aller fouiller dans les recherches. Donc, des articles du Journal de Montréal ou du Journal de Québec qui parleront d'histoire vont l'intéresser. Les articles dans la section culture du Devoir vont retenir son intérêt. L'histoire nous le dira de Laurent Turcot. C'est une membre qui est parfois ou pas membre d'une société d'histoire, qui est parfois ou non abonné à la revue Histoire Québec ou au bulletin. Donc, quelqu'un qu'on voit très souvent, qui gravite autour des sociétés d'histoire, mais qui n'est pas forcément présente. Puis, c'est peut-être là qu'il y a un effort à faire, comment on va la rejoindre, en ayant cherché de l'interaction, en partageant, en l'incitant pardon, à partager notre contenu ou à interagir et en vérifiant qu'elle est bien dans notre cercle, en vérifiant qu'elle est bien membre et non pas juste de passage, en partageant les causes et les activités de votre société d'histoire, des conférences, des cas sur lesquels vous vous penchez en défense du patrimoine. Ça, c'est toujours des choses qui vont avoir un impact très fort sur l'attachement émotif des personnes à votre nom, à votre marque, pardonnez-moi le mélange des genres, à votre marque sur ce type de public. Qu'est-ce qui veut intéresser, quel nom on lui a donné, Clémence? C'est l'activité des sociétés d'histoire en sens où elle rayonne, elle est illustrée par des réussites. À gauche, nous avons une photo insolite ou en tout cas intéressante pardon, du centre d'archives de Bellechasse, qui vient avec très peu d'explications. Je n'ai pas le texte complet, mais ça fait moins de 150 mots, excluant les crédits. Et à gauche, pardon. Et à droite, vous avez une publication du Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges, qui est une petite recherche historique sur l'histoire du ski, très le fun, avec des belles photographies et des textes plus longs, certes, mais très accessibles. C'est vraiment l'histoire dans ce qu'elle a de quotidien, dans ce qu'elle peut éclairer sur notre compréhension de comment on la vit. Et j'avais un autre point, oui. Et pour l'aspect comment la retenir avec des activités ponctuelles ou des cas que vous défendez? Eh bien, le cas de la maison Forgette à Laval a été assez intéressant. C'est un des plus récents où le comité du patrimoine de la Fédération Histoire Québec s'est prononcé en collaboration avec la Société d'histoire et de généalogie de l'île Jésus. Ça a fait des articles dans le Devoir de Jean-François Nadeau, justement. Puis, quand je vous parlais de réponses émotives à des actions des sociétés d'histoire, où on met de l'avant l'engagement des citoyens et de leur regroupement dans les sociétés, ça, c'était assez marquant de voir comment les citoyens s'étaient réappropriés cette actualité, puis comment le fait de partager l'information dès que vous l'avez au nom de votre page est plus intéressant que de la relayer après coup. Donc, il y a aussi une veille à faire, puis on verra ça dans les stratégies. La troisième persona, et quelqu'un qui est plus infidèle qu'infidèle, qui n'est pas du tout ou très rarement abonné à votre page, qui ne risque pas forcément d'être membre d'une société d'histoire, mais qui peut venir à une conférence, qui peut acheter un livre ou se faire offrir un livre. Lui, c'est vraiment l'histoire anecdotique
il rejoint un petit peu la deuxième persona sur le fait que il veut de l'histoire qui se consomme rapidement, qui est plaisante à entendre ou qui rejoint l'actualité. Des, des, je vais vous montrer l'exemple tout à l'heure, ça va être plus parlant. Est-ce qu'on veut le rejoindre? Oui et non, parce que c'est du rayonnement. Oui et non, oui, parce que c'est du rayonnement, c'est de la visibilité, c'est toujours bon à prendre. Non, parce que l'investissement en temps, est-ce qu'il est vraiment intéressant par rapport à l'apport financier que ça va apporter? Ce n'est pas quelqu'un qui va devenir membre. Donc, c'est une question à se poser, mais en même temps, vous avez déjà chez vous ces richesses, ces archives, ces contenus insolites, instructifs et interactifs. Et les deux premiers personas adorent aussi. Puis probablement que vous reconnaissez à la fois dans ces trois personas, vous aimez toutes les choses qui sont partagées et publiées par les sociétés d'histoire, que ce soit des choses très insolites ou des choses plus pointues ou des activités de formation en généalogie. Euh, donc, à minima, c'est cette personne qu'il faut rejoindre, puis ça satisfera les deux autres. Pour répondre un petit peu à comment rejoindre Michel, 47 ans, curieux occasionnel, je ne vais pas donner de ville. La stratégie qu'on va voir tout à l'heure, c'est celle des éphémérides ou des anecdotes insolites. Éphémérides, vous avez un exemple de la pendaison des Patriotes de 1839. Ça, c'est toujours des choses qui vont faire, OK, ça me parle, c'est comme mon histoire du Québec que je connais, avec très peu de texte et une image qui est ultra connue. On a réussi à rejoindre quand même quelques personnes. Et l'autre qui est un aspect plus insolite, la guerre aux rats du marché Bon Secours en 1918. Ça, c'était comme des anecdotes amusantes sur l'histoire. Puis c'est vraiment le côté humain dans le plus trivial, le plus sympathique qu'on peut faire avec juste une coupure de journal. Est-ce que ça va jusque-là? Après, on a eu deux personnes qui nous ont envoyé leur persona. Est-ce que monsieur Claude Martin est avec nous? Claude Martin. Vous avez vu un Claude? Est-ce que c'était vous? Euh, Oui, Claude, est-ce que vous voulez prendre la parole sur Madame Muriel Malouin-Saint-Jacques? C'est un exercice que j'ai fait. Je Est-ce voyais que... pas très le. Vous m'entendez? Oui, oui, allez-y, allez-y. On m'a demandé de faire un exercice. J'ai pris les outils puis je me suis pratiqué avec l'outil. OK? Mhm. Oui, OK. C'était pour me familiariser avec les outils les qu'on nous a personnages. donnés, là. Parfait. Est-ce que c'est une persona pardon, que vous avez créée à partir de vos statistiques Facebook ou à partir d'un... Là, il faut pas t'en demander trop statistique Non, non, Facebook, là. on va Mais aller non, voir. On va aller voir. c'est vraiment Une un image exercice. générale. Ouais. Exactement. J'ai suivi ce qu'on a demandé pour me pratiquer à faire l'exercice. OK? Mhm. Puis j'ai essayé de mettre le plus possible de choses qui touchent à notre groupe, disons. Parfait. Et donc ça, ce serait le membre type que vous avez. Est-ce que c'est quelqu'un qui est membre chez vous? Non, c'est une photo fictive avec Oui. tout est fictif. Parfait. Ça vous donne justement une première angle. Est-ce qu'on la classifierait si on regarde nos trois personnages pour la fédération? Est-ce que je peux revenir en arrière? Ok. Est-ce que ce serait plutôt une Louise, une Clémence ou un Michel? Est-ce que vous rêveriez? Ça Oui. serait la deuxième. Ouais, quelqu'un qui est on and off, pardon, C'est ça. qui vous suit, qui gravite autour de vous, qui parfois vous rejoint lors d'activités, qui peut être membre pour un an, oublie de renouveler. OK. Mais c'est généralement ce genre de personnes qui sont sur les réseaux parce que vous avez des membres qui ne sont pas actifs sur les réseaux et à l'inverse, vous avez des potentiels membres qui sont actifs et qui pourraient vous rejoindre. Est-ce que, Véronique, j'avais vu que vous étiez là. Est-ce que vous voulez prendre la parole sur vos personas? Oui, je Oui. suis là. Allô, Véronique. Je suis partie peut-être pas dans le même sens que vous l'avez fait. Moi, j'ai essayé de trouver quel genre de personne je voulais aller chercher. Qu'est-ce que je vise? Je voudrais quelqu'un qui est attiré par ce qui est patrimonial, ce qui est
artisanat, mais n'importe quoi qui est un peu notre identité, mais Oui. autour de chez nous. Et puis, quelqu'un qui a du temps pour aller chercher des bénévoles. Fait que je suis aussi allée chercher dans c'est quel revenu elle pourrait avoir. J'ai aucune idée si ce genre d'emploi-là pourrait donner ce genre de revenu-là. Mais c'était un peu l'idée, c'était d'aller chercher, de me faire une idée sur une personne. Qu'est-ce que ça pourrait être cette personne-là qui a du temps, qui s'intéresse Mhm. à l'histoire, qu'est-ce qu'elle aime, puis après ça, d'essayer de voir comment est-ce que je peux aller la rejoindre, mais c'est d'aller chercher qui je vise. Ouais, Moi, ok, c'est aussi essentiellement, intéressant. c'est deux personnes, deux types, une qui est plus jeune, puis l'autre qui est plus dans notre public, je dirais, actuel là, de membres. Euh, alors, c'est ça. Fait que l'heure, pour moi, c'est un petit peu un facteur euh, important Mhm. parce que je veux savoir à quel moment ils sont sur Facebook, à quel moment Mhm. je peux être sur leur fil de nouvelles, Facebook. Fait que, parce que c'est important, je pense, pour à quelle heure je vais faire paraître ma publication. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu, je dis, bon, il doit aimer les bières locales, les vins locaux, les visites culturelles, ce genre de choses-là. Quel genre de personne c'était pour moi? Pourquoi est-ce qu'il s'était abonné à notre Abonné. page? Oui. Puis, c'est un peu ça. Ok. Ben, c'est aussi intéressant parce qu'on voit dans la première que vous avez déjà dégagé des thématiques par lesquelles rejoindre cette personne, l'art, l'histoire, l'environnement. Et puis, on va voir comment on peut créer du contenu qui est relié à ces thématiques-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux ont une curiosité pour les thématiques artistiques, historiques, patrimoniales ou territoriales. Puis dans ces cas-là, en fait, l'œil Mont Saint-Hilaire fait déjà du bon travail, mais il y a des choses qu'on peut faire pour aller les chercher. Euh, super. Je pense qu'on pourra, je crois que vous les avez vus avec Guillaume, la suite business, le méta de Facebook. Mais si vous voulez compléter cet exercice et regarder de votre côté, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Et regarder de votre côté le lectorat. On va faire ça maintenant. Ok, je vais vous guider dans. Pardon, excusez-moi, j'arrête pas de tousser comme malpropre. Ok. Ok. Donc, si vous voulez compléter cet exercice, vous pouvez effectivement le faire à la manière de Véronique, c'est-à-dire d'avoir un public idéal, puis de penser ensuite le contenu que vous voulez créer en fonction de cette personne. C'est sûr que moi, je l'ai fait dans l'autre sens. Je suis allé de ce qui existait. Ok, c'est ça que je vais vous montrer, partager. On en revient ici. Donc, dans la suite méta, si vous avez une page pour votre organisme, vous avez forcément accès à cette partie. Désolé, une erreur s'est produite. Très bien, le fun. Dans la partie statistique, vous allez pouvoir trouver, après avoir enlevé les pop-up, des informations sur votre audience. Donc, vous allez savoir que la fédération a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui la suivent, que les gens viennent des grands centres urbains forcément, Montréal, Québec, puis que la répartition se fait. Ça vous permet aussi de voir les tranches d'âge. Vous avez ici, on est majoritairement suivi par des personnes de 65 ans et plus avec une dernière remontée des personnes de 35-44 jeunes. Et c'est pas mal ce que je voulais vous montrer pour ça, que je peux revenir au plein écran, s'il y arrive. Ok. Parfait. Est-ce que ça va pour les personnages? J'ai perdu ma page. Ok. Tac, tac, tac. Donc, oui, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, vous pouvez vous inspirer des
statistiques pour savoir quels sont les membres de votre audience. Et j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Et aussi voir ce qui retient les gens, ce qui a attiré les gens vers vous et ce qui les retient vers vous. Donc, normalement, vous devez voir encore ma page. Ce que je vais vous montrer, c'est la partie contenu. Et vous pouvez faire le bilan sur une période de 1 mois ou plus longtemps. Mettons que vous voulez faire un rapport à votre CA sur une année complète. Mon Dieu, c'est ton ballon. Vous pouvez faire je n'avoue que c'est aussi long, ça ne devrait pas. Un bilan sur une année, mettons une année, un peu curieux. Et Facebook va vous dire, si vous triez par couverture, c'est long. Qu'est-ce qui a le plus marché? On voit ici que une publication qui a très bien marché, qui a beaucoup été repartagée, c'est la publication sur la bénédiction du jour de l'an. Donc, c'était une publication qui était courte, une image, un visuel, un texte court. Ensuite, je pense que c'était le géant Beaupré, encore une fois, un éphéméride, le chemin de fer sur la glace de 1881, donc une anecdote insolite, la galette des rois. Et ici, ça a beaucoup marché parce que c'était le verglas à Saint-Césaire. Puis on va voir comment le fait d'avoir été actif dans la communauté locale de Saint-Césaire a été le fun pour faire rayonner un contenu de qualité qui avait été créé par la Société d'histoire de Saint-Césaire. Ok, on revient ici. Quelques règles avant d'entrer dans les stratégies. Ça, c'est fait. Ce qui marche, ce qu'on voit, ce qui marche vraiment, c'est que une publication brève va le plus loin. Et surtout quand elle a une image. C'est une réalité qui est un peu contraignante, mais c'est une réalité de l'algorithme qui va être une publication avec une image va être plus poussée sur le fil des usagers, va se partager plus facilement, va être plus visible. Une image, si possible, ni 0 ni 2, je pense que juste après, ça c'est une erreur qu'on a faite. Il y avait 2 images de Galette des Rois et de Brioche des Rois. Sauf que quand une personne partage la Galette des Rois parce que c'est une image plus le fun, on perd le contenu. Il y a une déperdition de tout le texte qui vient avec. Et éventuellement des crédits, éventuellement de l'inscription à la billetterie, de l'inscription à l'activité, de l'inscription à votre membrariat. Donc, c'est pour ça que une image, si possible, parce que une image, ça porte un poste plus loin, et 2 images, il y a comme un risque de déperdition. Publication brève, ton neutre et clair, l'importance du filigrane. Je vous renvoie à la séance 2 de la formation où Dominique Dufour a très bien expliqué les différents logiciels qui permettaient d'intégrer un filigrane de votre organisme pour l'identifier, tout en permettant la circulation de l'image avec une qualité que vous contrôlez. Nous avons eu également en 2022 une formation sur Archilog et Infoca, qui n'est pas une solution gratuite, mais qui est quand même un logiciel de gestion de vos ressources documentaires qui intègre la création d'images de qualité réduite, qui peuvent quand même être partagées, et qui intègre l'intégration d'un filigrane. On verra plus tard comment on peut faire cette manœuvre avec Canva de manière un peu plus intuitive, mais toutes ces formations, la séance 2 et la formation de 2022 sont disponibles sur nos réseaux, puis au pire, faites-moi un courriel et on vous partage ça. J'ai indiqué la notion de call to action, un appel à l'action. Est-ce que votre publication a un but? Si oui, le but doit être clairement identifiable, à savoir, est-ce que vous voulez que les gens s'abonnent? Est-ce que vous voulez que les gens s'inscrivent à une conférence? Ça doit apparaître dès les premières lignes, parce que sinon, il y a une perte. J'essaie de vous trouver un exemple. Voilà, pardon. Ici, à partir sur laquelle le reste du contenu de ce texte est perdu. Et en tout cas, il n'apparaît pas immédiatement. Fait que plus le texte est long et plus l'appel à l'action, donc ici, dans l'image de droite, l'appel à l'action, c'est de consulter, c'est d'apporter du clic à un contenu. Plus l'appel à l'action est loin, moins les gens vont le voir.
Donc, moins d'inscriptions, moins d'actions directes. Tac, tac. Ça, c'est bon. Sur la question des filigranes, à droite, Centre d'archives de Bellechasse, vous avez un exemple où c'est extrait du logiciel Infoca. Donc, le filigrane est implanté directement. Et vous avez d'autres exemples de filigrane. Je pense que Nouvelliste, Appartenance Mauricie, le fait de manière un peu plus artisanale. Pareil pour Société historique Pierre de Sorel, qui intègre ces filigranes sur Canva. Mais en tout cas, c'est une manière de faire en sorte que ce qui circule, quand ça va se perdre dans les grands méandres de l'Internet et que vous en aurez perdu les droits, il y aura toujours le lien pour vous retrouver et pour le lien visuel pour vous retrouver et vous identifier. Et je vous présente une manière assez originale de faire de la part de l'Histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides, qui non seulement a le filigrane, mais qui crée une image qui inclut ces carrés bleus, qui sont le texte du visuel, mais qui est inclus dans l'image. Donc, c'est une autre manière de faire. Le modèle est fixé, c'est-à-dire, on en reverra plus tard. On en verra ici. À droite, vous en avez un autre modèle. C'est vraiment, on glisse l'image, le texte change. C'est une forme intéressante. Moi, j'ai beaucoup de corrections à faire à chaque fois dans ce que je produis, fait que c'est plus facile de corriger une publication Facebook que de corriger une image qui est déjà envoyée. Mais ça peut être aussi une manière de faire en sorte que le contexte reste avec l'image. OK. Pour les diapositives suivantes, je me base sur ce qui a été proposé en 2022 lors d'une formation sur justement les réseaux sociaux où les membres étaient intervenus pour nous parler de leur expérience. Je pense que vous l'aviez eu en lien dans le premier récapitulatif. Pardon, Martin. Je me base sur ce qui a été dit pour qu'est-ce qui fonctionne. Donc, les moments historiques précis, les liens avec le présent, cet aspect d'une touche humaine, des photos ou des contextes où on peut identifier l'avant, l'après, parce que ça fait beaucoup justement d'interactions. Les gens vont dire, ah, ça a beaucoup changé depuis ce temps-là. Et puis, en termes de chiffres, ce qui fonctionne aussi, c'est tout ce qui va provoquer de l'interaction, bonne de préférence, parce que quelque chose qui est partagé, commenté, va réapparaître, va rouler, va apparaître dans le fil de vos abonnés, mais également de leurs amis. C'est toujours intéressant d'avoir cette diffusion. On verra des exemples d'interaction ou de crowdsourcing. Je pense qu'il y a un mot en français, mais j'ai manqué à mon devoir de francophonie. Qu'est-ce qui fonctionne moins? Un texte seul ou une publication de texte ou image de texte. L'algorithme Facebook va vous plomber si c'est juste une image d'archive. Malheureusement, c'est très, très dommageable parce qu'il y a des choses le fun. Mais s'il n'y a pas de contenu visuel, ça va moins loin. Un article seul, dans le sens où si vous avez juste un lien, l'action va être faite sur le lien et non pas sur votre page. Donc, dépendant de ce que vous voulez viser, encore une fois, c'est l'appel à l'action. Dépendant de ce que vous voulez viser, ça peut être bon ou mauvais. Est-ce que vous voulez que les gens aillent lire un article de la presse qui parle d'histoire, ou est-ce que vous voulez que les gens restent sur votre page et continuent à explorer? Et puis, j'ai parlé tout à l'heure des images multiples avec le risque d'une perte du contexte, à moins, j'aurais dû vous préciser ça, à moins d'inscrire après chaque image le contenu. Le contenu et l'action que vous voulez que les membres fassent. OK. Ça, je voulais montrer. OK. Voyons maintenant les différentes stratégies qui ont été observées. Puis, en toute honnêteté, ici, ce sont des stratégies qui fonctionnent par expérience et parce que ce sont des choses que les gens aiment voir, que moi-même, qui consomme de l'histoire, j'aime voir, qui marchent le mieux sur la page de la fédération et qui rebondissent le mieux sur les pages des sociétés. Donc, c'est vraiment de l'expérience. Et puis, ça a marché puisqu'on a on a doublé le nombre d'abonnés en un peu plus d'un an.
sur la page de la fédération. OK. Elles ne sont pas dans l'ordre qui vont venir, je suis navré. La première stratégie, ce sont les éphémérides, c'est-à-dire des contenus qui sont en lien avec le calendrier, que ce soit une date précise, un événement, une fête, une activité d'hiver, une activité d'été. On verra plus tard la méthodologie qu'on peut adopter, mais c'est une assez bonne manière d'avoir du contenu qui vient de chez vous, qui est très simplement illustré par des visuels et par un texte très court. Le deuxième aspect, c'est d'adopter une thématique, un peu comme le fait le comité de mémoire des femmes. Chaque mois, le comité se donne une thématique qui va être les femmes en santé, les femmes en éducation, et puis il va faire une publication par semaine sur cette thématique, en faisant des recherches ou en allant chercher des membres de la fédération qui sont prêts à faire des recherches et à les publier sur la page du comité. Bien sûr, partagez l'activité de votre organisme. Et puis, c'est aussi une manière d'économiser, de mutualiser vos ressources. Pensez les réseaux sociaux en simultané de votre travail quotidien, de tout ce que vous pouvez fournir dans vos infolettres, dans le fil d'histoire de la Fédération Histoire Québec. Tout ce qui est partageable et qui est déjà créé, profitez-en pour le mettre de l'avant. C'est jamais perdu, et puis personne ne vous en voudra vraiment de redire sur d'autres canaux les informations qui concernent une entité qu'ils aiment suivre. Si vos membres voient dans leur bulletin, puis dans vos réseaux, quelque chose qui les intéresse, ils sont membres chez vous, c'est pour une bonne raison. La création de contenu est moindre, vous maintenez un lien avec un public habituel, et vous bénéficiez potentiellement d'une audience plus grande avec un rayonnement qui peut être plus grand. OK. C'est pas celui-là que je vais montrer. OK, je suis dans le désordre, je suis navré. Dans cet aspect de réutiliser le contenu que vous avez déjà ou de parler de vos activités, c'est certain. À droite, vous avez la Société d'histoire des filles du roi qui partage une activité dont elle est collaboratrice. Puis vous voyez que le contenu existe déjà et que la page sert à le repartager. Donc, c'est littéralement recyclé pour pour le rayonnement de la société, un contenu qui peut servir à plein d'autres canaux. À gauche, c'est un cas intéressant, Société d'histoire du domaine du roi, qui est en train de mettre de l'avant, je pense que c'est encore en cours, son déménagement des archives, avec un aspect de montrer les coulisses, les coulisses, il manque des images, mais vous imaginez qu'on voit des mètres linéaires de caisses d'archives qui sont en train d'être déménagées et le passage d'un entrepôt à un autre. Donc, c'est cet aspect qui est montrer les coulisses de vos activités. Aussi intéressant pour montrer le travail des bénévoles, pour montrer leur engagement. Si vous cherchez toujours des manières de faire des activités, des actions de reconnaissance de vos bénévoles, souligner le travail qui est fait au quotidien dans les différentes tâches, c'est plus persistant. C'est pas le mot qui c'est plus régulier, c'est plus facile, mais en même temps peut-être plus valorisé de les montrer dans vos réseaux que de faire une grande fête annuelle. OK, je vais revenir sur l'interactivité. Est-ce qu'on a nos membres de Charlesbourg? C'est pas vu encore. Okay. Un aspect des chiffres, vraiment de la comptabilité Facebook dans le plus strict sens du terme, c'est que plus une activité, un lien est commenté et partagé, plus il va apparaître ailleurs, chez vos membres, chez vos abonnés, chez les amis de ces abonnés, puis plus largement dans tous ceux qui ont un lien direct ou indirect. Donc, ce genre d'appel à collaborer en identifiant des personnes, on verra plus tard le travail qu'est en train de faire Madame Lortie. L'appel des gens à collaborer, c'est toujours payant parce que non seulement c'est gagnant pour vos réseaux, et ensuite, vous-même, en tant qu'organisme en histoire, vous récoltez de l'information. Vous allez enrichir votre base de données, vous allez aux archives, et éventuellement, vous allez obtenir des dons. Le concours qui est à droite de Louisville était à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc,
très facilement, j'imagine que le gestionnaire du compte a récupéré dans les archives de Louisville, de l'histoire de Louisville, une photo de couple, puis a appelé les gens à contribuer en envoyant eux-mêmes des photos de couples qui sont dans leur famille. Et puis on voit comment ça peut faire boule de neige. Non seulement les gens partagent, puis probablement que la Société d'Histoire obtient des reproductions ou obtient les originaux et bonifie son fonds d'archives. C'est ce que je voulais. OK. Une autre manière d'avoir de l'interactivité, c'est tout ce qui est jeu concours. Madame Lortie est ici. Est-ce que l'enquête est encore en cours ou est-ce qu'elle est terminée? C'est terminé, mais c'est une histoire qui est arrivée dans les années 70 et qui fait encore parler les gens. Mhm. Et selon la personne qui raconte l'histoire, change à chaque fois. Et dans une boîte d'archives qui nous a été donnée, j'ai trouvé le Allo Police en question. Et enfin, on a probablement la vraie version. Et ça l'a relancé le débat et c'est captivant. C'est assez intéressant de voir ce que fait Fernand Laurentier, c'est que il y a eu plusieurs publications, je n'ai pas le chiffre exact, mais qui concernent une affaire et chaque information, au lieu d'être condensée en un seul gros morceau avec plusieurs diapositives, plusieurs photos, et distillée en plusieurs posts chaque jour ou chaque 2 jours qui font de l'attention. Puis les premiers étaient très aguicheurs dans reconnaissez-vous cette personne, reconnaissez-vous, est-ce que vous savez ce qui s'est passé à telle date? C'est vrai qu'il y a eu un petit peu d'interaction, les gens ont collaboré, puis les gens, on connaissait tout de suite, comme vous le disiez, Madame Lortie, on reconnaît tout de suite l'affaire, fait que tout le monde avait son avis. C'est très, quand on est dans des événements comme ça qui sont ou très marquants ou très en lien avec le présent, c'est assez facile d'avoir de l'interaction et d'avoir des réponses, des partages, de l'interactivité. Juste une petite anecdote. Oui. Nous, on est commerçants dans notre ville et les gens, c'était quasiment un jeu. Les gens nous demandaient c'est quand tu vas sortir d'autres choses? C'est quand? Cette formule-là, je le recommande à tout le monde. C'est quelque chose que les gens adorent. Oui, créer un rendez-vous, c'est Oui. toujours intéressant. On l'avait vu l'an dernier quand on a fait les formations numériques, on avait des rencontres hebdomadaires, puis les gens attendaient d'avoir la thématique de la rencontre chaque semaine pour savoir si je vais essayer d'y assister, ça parlera des expositions virtuelles. Toujours un bon moment. Puis on entre justement dans cet aspect de rendez-vous avec la possibilité de créer des contenus en lien avec le calendrier tout simplement. Ici, à gauche, vous avez une date fixe. Donc, on regardera un petit peu les ressources que vous avez déjà pour utiliser ces dates fixes pour créer du contenu, pour l'alimenter. Une date fixe le 29 janvier. Ou à droite, quelque chose de moins fixe, mais en cherchant Noël ou fête ou jour de l'an dans vos bases de données, probablement vous allez avoir des archives qui vont sortir et quelques-unes vont être dignes vont être intéressantes à utiliser et à diffuser. Une autre approche, c'est celle de l'approche thématique. Je pense que c'est le cas pour Haute-Laurentide qui, chaque semaine, passe d'une thématique à une autre. Je vous ai parlé du comité mémoire des femmes de la Fédération qui a une approche les femmes en affaires, les femmes en santé, les femmes en sport chaque mois. Ça peut être aussi une manière d'avoir des rendez-vous, d'avoir des recherches qui sont ciblées sur des orientations particulières et qui vous permettent d'avoir un contenu, de mettre en avant le contenu que vous avez déjà dans des publications qui sont vraiment attendues. Quelque chose qui est un peu à mi-chemin, le centre d'archives du Témiscouata qui a à la fois une journée et une thématique. Chaque semaine, le centre d'archives publiait en fait, publie, c'est encore cette année, publie une archive qui est en lien avec une thématique. Mais c'est un rendez-vous, encore une fois, avec peut-être moins d'attachement à la date elle-même qu'à ce rendez-vous. C'est aussi le cas de la Baie James qui fait de temps en temps un focus, un point focal sur un de leurs fonds. Et des exemples un peu plus classiques, mais toujours efficaces. Une date. Vous avez un événement, un anniversaire, une date de fondation, une date de mort, une date de naissance.
quelque chose qui est majeur dans votre territoire, vous avez le texte qui peut être très court ou très long et un visuel. C'est ce qui marche le mieux, c'est ce qui se partage le mieux. C'est sûr que la durée de vie, elle est liée à la journée, mais en même temps, il y a toujours une queue de la comète qui fait que 2 ou 3 jours après, les répercussions sont très bonnes. La bénédiction du jour de l'an, je pense qu'on a encore des partages, alors qu'on est en mars. Et ça, c'était un des premières entrées dans la méthodologie. C'est certain que c'est un petit peu de travail d'élaborer un calendrier de publication, mais en même temps, on veut que ce soit efficace. Donc, probablement que vous avez déjà dans vos bibliothèques des monographies paroissiales ou des histoires. Je pense que ça vient après. Ok. Des monographies paroissiales. Manque pas un S, c'est juste caché derrière. Des historiques qui vous permettront d'avoir un calendrier, des dates précises que vous pourrez célébrer. Et à partir de là, vous pourrez chercher dans vos fonds comment illustrer telle ou telle thématique, telle ou telle date. Deux exemples assez faciles avec en haut, en bas. Mon Dieu. Oui, en haut, la Société historique du Saguenay, où j'ai juste cherché le mois de mars, fait que j'ai eu plusieurs images qui sont sorties qui permettraient d'illustrer pour le 8 mars, journée de la femme, il y aura peut-être une meilleure thématique à trouver, qui permettrait d'illustrer, de créer une publication le 8 mars sur on commémore aujourd'hui la construction du barrage du lac Manouan, avec une photo bien choisie, le filigrane, et on a quelque chose qui va parler aux gens aux gens de la localité. Ou à droite, la Nodière, donc en cherchant Noël, on a plusieurs archives qui sont sorties. C'est aussi une occasion de voir si on peut mettre en avant quelques aspects qu'on a ignorés ou qu'on n'a pas eu le temps d'explorer dans nos numérisations. Je remonte un petit peu en arrière pour d'autres exemples. Ça peut être aussi ça peut être précis comme une date fixe, mais ça peut être aussi juste de chercher un mois ou de chercher comment dire, une période de l'année ou une célébration. On clôture le mois de l'histoire des Noirs, donc peut-être que vous aviez des archives qui illustraient la présence des communautés noires dans votre territoire. Le 8 mars, c'est justement la journée internationale du droit des femmes. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire dans cette thématique-là. Cette approche peut vous ouvrir des portes de réflexion et vous permettre de voir à long terme et à partir de là, de confier aux bonnes personnes le travail de rechercher des visuels, faire le petit travail qu'il faut pour l'implantation de filigrane et la création du texte. D'autres exemples qui sont, si vous cherchez carnaval, avez-vous dans vos collections, dans vos archives, des documents qui illustrent le carnaval? Est-ce que c'est possible de mettre de l'avant à l'occasion de la période du carnaval qui est fin janvier s'il n'y a pas de froid intense jusqu'au mois de mars? C'est assez facile de rejoindre les gens avec un intérêt qui est proche de leur actualité. Et puis quelque chose d'assez intéressant, c'est James qui a fait pour la Saint-Valentin un choix, probablement en cherchant encore une fois couple ou amoureux dans son champ de recherche, puis qui a fait des petites cartes de souhaits pour la Saint-Valentin. Quelles ressources? Donc effectivement, calendrier. Prenez simplement un calendrier. Est-ce que il y a des dates fixes dans vos calendriers, à part la Saint-Jean-Baptiste, qui sont intéressantes à illustrer à partir de vos collections? La Saint-Jean-Baptiste aussi, c'est le fun de voir des photos de défilés. Éphémérides, monographies, des fêtes, des dates précises. N'hésitez pas, lorsque vous voyez quelque chose qui est intéressant dans les autres sociétés d'histoire, à rebondir et à contribuer sur la même thématique. Avec vos propres collections, c'est toujours un beau dialogue qui peut se créer. Et puis, l'aspect de coupler avec les activités habituelles de recherche et de documentation, c'est que si dans vos recherches, si les personnes qui sont chargées de la numérisation ou de la recherche des archives trouvent des dates fixes ou des événements à célébrer,
ça peut être intéressant de les mettre de côté et de prévoir d'en faire quelque chose à la date à laquelle ça arrivera. C'est aussi l'intérêt d'avoir un calendrier de publication. Vous savez que sur Facebook, vous pouvez programmer jusqu'à 3 mois, euh, 3 mois dans le futur, bien sûr. Mais vous pouvez aussi avoir un calendrier collaboratif à plus long terme si vous voulez vraiment voir à l'année longue. Ici, c'est un travail qu'on n'a pas pu aboutir avec la fédération d'avoir un document Google qui est partagé, donc où chacun peut y mettre différents événements. Puis vous voyez, je pense qu'on est en septembre. On a fait chaque jour, est-ce qu'on a un événement à illustrer? Je vous dirais que notre difficulté, c'est qu'on n'a pas de fond. Fait qu'on se fixe sur ce qu'on trouve dans vos publications pour les repartager. Mais probablement que le chemin inverse de partir de ce que vous avez et puis inscrire ces différentes dates ou ces différents mois ou ces différentes fêtes dans un calendrier peut être une bonne manière de mettre en avant de manière ponctuelle vos collections. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, je voulais faire un point. Bedgems, je pense que j'ai beaucoup d'exemples parce que Bedgems a eu un projet subventionné de mettre en avant. Est-ce que Marie-Claude est avec nous? Je pense pas. De mettre en avant ses collections avec un programme de subvention au privé par Sayona, qui est la métallurgie, je pense. Mais vous avez effectivement différents programmes c'est particulièrement important pour la Belgium parce que le territoire est immense, donc où l'enjeu de diffusion est complexe. Les réseaux sociaux ont été un outil assez intéressant. Mais ça peut être aussi, inclus dans une demande de subvention que vous pourrez faire, à savoir que de plus en plus les projets, les demandes de subvention vont inclure une prise en compte de la diffusion et de l'aspect grand public de ce que vous allez faire, donc y compris de la numérisation. On va financer la numérisation s'il y a une diffusion qui est attachée et qui peut passer par vos réseaux sociaux, tout à fait. Ok. Donc là, on revient au calendrier, cette question de publier, de prévoir des choses et de les faire rédiger par les personnes qui ont les capacités de rédaction, puis de les mettre dans votre calendrier. Pardon, excusez-moi. Dans votre calendrier jusqu'à 3 mois. Ici, il y a beaucoup de choses, mais en fait, beaucoup de dédoublements parce que on a à la fois Facebook, la petite icône F, et Instagram, puis ce sont les mêmes deux choses. Gestion. Ce qui est assez intéressant avec la fonction agenda de la suite Facebook, c'est que vous pouvez tout à fait collaborer à distance si deux ou plus personnes partagent la gestion du compte. Donc, vous pouvez faire un brouillon, comme vous le voyez à droite, qui sont encore en attente de validation. Et une fois que c'est fait, les programmer pour de bon. Vous pouvez aussi donc planifier et prendre en compte, comme le soulignait Véronique, l'enjeu d'avoir le moment où vous avez le plus de gens qui sont connectés sur leur cellulaire ou sur leur tablette ou sur leur ordinateur et qui donc sont susceptibles de voir votre publication. C'est à chaque fois ce qu'on vous propose, moment où votre audience est la plus active. Vous voyez que pour la fédération, c'est vraiment un retour de travail en fin de journée, 18h. Je pense que c'est plutôt les fins de semaine, c'est aussi plutôt les fins de semaine, mais ça doit changer beaucoup. On avance. Pardon. La question qui se pose, c'est quel temps voulez-vous y consacrer? Donc, c'est aussi l'intérêt d'avoir un calendrier à long terme, à minimum aux 2 ou 3 mois, selon l'outil Facebook, ou si vous voulez vraiment vous lancer dans un projet de 1 an, un calendrier collaboratif à long terme ou simplement un document Excel auquel vous inscrivez les différentes dates. Selon ce que nous ont dit les sociétés d'histoire actives lors de la formation de 2022, 2 ou 3 fois par semaine, pas par mois. 2 ou 3 fois par semaine est un bon rythme. Une fois par semaine est un minimum pour rester dans l'actualité des gens. Programmation. Ah non, c'est pas ce que je veux dire. Une fois par semaine, oui. Une fois par semaine, 2
3 fois, au tiers de mois, 2 ou 3 fois par mois. Et puis, l'outil de programmation vous permet d'avoir quand même une bonne vue sur jusqu'à 3 mois au-delà de la date actuelle. Petite conclusion sur cette partie. Oui. Avec un effort quand même réduit sur les réseaux, vous avez de la bonne visibilité, vous avez encore une fois cet aspect d'appuyer votre autorité, de démontrer votre expertise et de faire un petit peu miroiter la richesse de vos collections. C'est sûr que la difficulté, c'est que vous avez vos membres, ceux qui ont une carte de membre chez vous, qui viennent à votre assemblée générale, et vous avez ce membrariat qui est parallèle, qui est difficilement quantifiable. Mais c'est aussi des chiffres à mettre en avant. Lorsque vous faites des demandes d'adhésion ou de financement, oui, on a X membres, mais on a tant d'abonnés ou on a une visibilité qui rejoint tant de personnes sur le territoire. Fait qu'on est en efficacité, on est plus grand que ce qu'on est déjà. Et voir surtout les réseaux sociaux comme un canal de plus pour répondre à vos missions en tant que société d'histoire. Un point maintenant sur le rayonnement. On va voir quelques astuces de rayonnement que vous utilisez probablement déjà. L'ancrage local, donc tous les groupes locaux, tous les spotted, tous ceux que tu sais que tu viens d'eux, ou tous les différents groupes locaux. Vous liez avec les acteurs de la culture locaux ou les acteurs de l'économie. Les groupes Facebook de passionnés, vous connaissez peut-être Au Pays de Maria Chapdelaine, Québec, tels qu'ils l'ont vécu, Nouvelle-France, Histoire et Descendants, qui représentent généralement entre 5 et parfois 70 000 pour des groupes comme Montréal Disparu, qui représentent quand même un bassin de personnes qui sont très sensibles à l'histoire, encore une fois, qui sont probablement dans le cercle des personnes qui ne deviendront pas forcément membres, mais qui pourront faire grandir votre audience. Organismes locaux et nationaux, donc vos autres sociétés d'histoire dans le territoire et la Fédération Histoire Québec, les partenaires locaux et économiques, c'est là que j'aurais dû les mettre, et puis bien sûr vos membres et entourage avec des fonctions pour inviter vos membres, inviter votre public à devenir plus fidèle. Sur l'aspect ancrage local et les groupes, quelques exemples. Vous avez Yvan Boulet du Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe qui partage ses publications et qui partage le contenu de ce qui est produit par sa société. Est-ce qu'il est avec nous? Je pense pas. Par ce qui est produit par le Centre d'histoire, bien sûr sur la page du Centre d'histoire, mais aussi sur la page Théma Scoutin, si vous savez, ce genre de vraiment anecdote très locale, ancrage local, engagement d'un territoire et appartenance à un territoire qui est très, très fort chez vous. Donc, c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant. Puis, ça apporte beaucoup de fréquentation sur le site Internet. Le lien qui est renvoyé, c'est l'inventaire du centre d'histoire. Ou le chemin un petit peu inverse, c'est la Société d'histoire de Plessisville qui, elle, partage du contenu qui a été, dans un premier temps, partagé par des amateurs, dans le bon sens du terme, par des passionnés d'histoire, sur une page locale. Encore une fois, on a du contenu historique qui peut attirer les gens et qui met de l'avant le rôle d'une société d'histoire dans la centralisation, l'explication, l'encadrement d'un contenu historique d'intérêt. Et voilà, Saint-Césaire, justement, de Verglas. Là, c'est encore une échelle de plus puisque c'est la fédération qui a partagé un contenu de la Société d'histoire de Saint-Césaire et l'a repartagé sur la page Spotted Saint-Césaire, pardon, il manque la fin. Mais ça fait beaucoup surtout c'était sur le verglas, donc c'est une actualité très récente. Ça fait beaucoup d'écho dans la communauté locale. Je pense que j'en ai d'autres. Est-ce que c'est après? Ok, oui. Ok. Vous avez des groupes d'intérêt par thématique. Donc, si vous avez des collections qui sont spécialisées sur une thématique ou si vous visez justement une publication thématique, faites une recherche Facebook pour savoir s'il y a des groupes d'amateurs qui se passionnent pour telle ou telle thématique, les tramways, les archives motorisées, l'histoire de l'Abitibi par thématique ou par territoire.
c'est parfois des petits noyaux, mais c'est des noyaux très actifs, ou les plus larges, à ma connaissance, les plus larges dans leur intérêt, Nouvelle-France, Histoire Descendants, qui sont toujours très, très friands du contenu des sociétés d'histoire, qui partagent beaucoup ce que vous produisez et qui sont toujours excessivement actifs. C'est vraiment un groupe qui est très, très passionné et qui était d'ailleurs intervenu dans la formation de 2022. Donc, si vous voulez la revoir, vous allez voir Linda qui expliquait comment elle gère, comment elle alimente, en prenant notamment exemple sur les sociétés d'histoire. Un autre groupe au pays de Maria Chapdelaine. Ne vous fiez pas au nom, c'est vraiment plus large que le pays de Maria Chapdelaine, que le territoire du lac Saint-Jean, qui est également très friand de contenu historique des sociétés d'histoire et qui les repartage très volontiers. Vous voyez ici le petit filigrane de la société d'histoire du domaine du roi. Donc, c'est du beau contenu qui est partagé au profit des sociétés d'histoire. Pour l'ancrage dans le territoire pour les acteurs économiques, nous avons Balaye Saint-Hilaire qui est très proche de ces commerces locaux, de ces enseignes locales et qui partage du contenu qui est plus qu'historique, qui est historique, mais aussi qui est économique. C'est assez intéressant de voir comment il y a une adéquation entre le territoire et les gens qui le font vivre dans l'aspect historique, ici avec Desjardins. Balaye Saint-Hilaire a des très beaux partenariats, Charlebourg, pardon, a des très beaux partenariats et des partenariats philanthropiques avec des acteurs économiques locaux qui financent leurs activités. Et c'est quelque chose que vous pouvez penser dans les contreparties quand vous approchez les mécènes, le mot est les commanditaires, voilà. Quand vous approchez les commanditaires, vous pouvez leur proposer une contrepartie qui est de la visibilité sur les réseaux et qui vous permettra d'avoir un ancrage un argument dans cette négociation. Okay. Oui, on est encore dans les temps. Puis bien sûr, des choses qu'on oublie parfois de faire, inviter à aimer. Donc, en tant que vous-même, en tant que personne avec votre compte personnel, vous pouvez, ça va être la diapo suivante, aller sur la page de votre organisme, puis les 3 petits points, inviter à aimer, ça va vous proposer d'inviter vos amis à aimer la page que vous gérez, à aimer la page de votre organisme. C'est toujours une bonne pratique de le faire et d'inviter vos membres à étendre votre rayonnement en invitant leurs propres amis à aimer. Ça, c'est quelque chose que vous faites en votre nom propre, c'est-à-dire que si moi je vais sur cette page, mes amis que je vais choisir vont recevoir « Jean vous invite à aimer la page Société d'histoire de la baie James ». Un autre côté que vous pouvez faire, c'est depuis votre page, inviter les gens à aimer. Vous pouvez le faire depuis la page d'accueil de Meta, de la suite, en envoyant des invitations aux personnes qui ont réagi. Donc, partons du principe qu'une de vos publications a très bien marché, a sorti du cercle de votre membrariat, de vos abonnés habituels. Vous avez des personnes qui ont réagi et qui ont juste mis un j'aime ou qui ont commenté, mais qui ne vous suivent pas. Avec ce bouton-là, ces personnes-là vont recevoir une invitation. La page Fédération Histoire Québec vous invite à l'aimer. Vous avez probablement déjà reçu ce genre d'invitation. Hey, vous avez réagi à une publication d'un tel, devenez abonné. C'est un potentiel de 86 personnes de plus qui vont vous suivre. Vous pouvez le faire depuis la page d'accueil pour toutes les publications ou depuis chaque publication, vous pouvez inviter les gens. Vous voyez que les personnes qui n'ont rien à côté, ce sont des membres qui sont déjà abonnés. Bonjour, je pense que vous nous avez rejoint. Et les personnes qui ont l'option inviter sont des personnes qui ont réagi, mais qui ne sont pas membres chez nous. Est-ce que ça va pour cette fonction? Avez-vous besoin qu'on la regarde dans le concret? C'est assez simple, mais il faut y penser de temps en temps. Moi-même, j'oublie. 86, c'est énorme. On n'a jamais 86 personnes. C'est juste que j'ai oublié pendant 3 mois. Ben, James. OK. Est-ce que ça va jusque-là? On va passer à MailChimp et Canva.
puis on va finir tranquillement dans les temps. Je vois pas de main levée. C'est Guidou. Oups. Ok. Mailchimp, très rapidement, ça a été une demande de plusieurs personnes qui ont assisté aux 2 précédentes rencontres. Mailchimp est en train de changer ses tarifs. Avant, c'était un peu plus intéressant, c'était jusqu'à 2000 personnes gratuits avec un envoi par mois qui était moins limité. Maintenant, on est à 500 adresses et un maximum de 1000 envois par mois. C'est peut-être moins intéressant, mais on va quand même regarder ça. C'est vraiment très... même nous, ça nous tombe dessus. Et puis, on était dans la version gratuite, puis on va passer à la version payante. Intéressant aussi parce que ça vous permet de faire des modèles d'infolettres et de gérer une base de données d'abonnés, y compris leur consentement. Puis encore une fois, je vous renvoie à notre formation sur la loi 25 et la gestion des renseignements personnels. Pour septembre 2024, il va falloir que vous ayez que vous recueilliez le consentement des gens à avoir les communications de votre organisme. Ok, entrons directement dans le corps du sujet. Ok. Ici, c'est la partie vraiment de gestion. Est-ce que je vais vous donner mes mots de passe? Non. Ce que je voulais vous montrer avec cette diapositive, c'était la partie gestion d'une base de données. Donc, vous avez l'adresse courriel, nom, membre d'une société d'histoire, c'est une case qu'on a ajoutée. Et plus loin, vous allez savoir si la personne est abonnée ou non et a choisi ou non de se désabonner ou de ne pas recevoir vos communications. Donc, vous pouvez quand même en garder le contact, exporter ensuite toutes ces dans une optique de gestion des renseignements personnels. Je ne vous montre pas les courriels et les noms des personnes, mais vous imaginez très bien que vous avez une base de données que vous pouvez exporter en Excel, compléter au besoin, puis mettre à jour si vous voulez, si vous avez des entrées qui viennent de personnes qui s'abonnent depuis un formulaire papier ou depuis un autre formulaire. Sur la partie création d'une campagne elle-même, encore une fois, on va le voir avec Canva, un des atouts, c'est que vous pouvez assez facilement bricoler, créer des modèles. C'est un peu lent, mais c'est assez intuitif. Mon ordinateur est lent et moi, je suis peu intuitif parce que j'ai encore mon cerveau post-Covid, mais je veux vraiment vous montrer comment ça peut se faire. Excusez-moi. Admettons que je vais créer une campagne. J'ai mis à jour mes contacts je vous passerai effectivement cette partie parce que il y a des enjeux de confidentialité que je ne veux pas vous montrer en dévoilant Dominique, toutes les adresses. Oui, Dominique? Ton micro est fermé. Il y a une alternative à MailChimp, je pense que je l'avais déjà mentionné. Sendinblue. Sendinblue. Ok. As-tu les tarifs en tête? Je crois que c'est 300 par jour. 300 envois par jour? Ok, Ouais. c'est pire. Puis, oui, tant que je suis dans ce point-là, si vous voulez, nous avons aussi une formation sur Zephy, qui est une plateforme de billetterie gratuite dans le sens où les frais de plateforme sont à la charge de l'acheteur sur contribution volontaire, donc c'est assez intéressant. Zephy a aussi ce même aspect de récolter les données des personnes, de les sécuriser dans un serveur externe et propose également des envois de masse. C'est un peu moins intéressant pour l'aspect modèle, mais il y a quand même la possibilité d'envoyer à une liste d'adresses un courriel de masse. Admettons que je veux créer un modèle d'infolettre, je prends n'importe lequel, littéralement. Puis tout est modifiable, puis c'est du bricolage. C'est un peu comme aller chez Ikea puis choisir un kit de cuisine. Vous choisissez ce dont vous avez besoin. Pas besoin d'un logo ici. Choisissez des photos. Est-ce que je voudrais c'est ajouter un paragraphe de texte? Lorem ipsum, je ne sais pas ce qui vient après. Vous pouvez créer comme ça. Mettons que je veux créer uniquement un
un modèle que je vais développer par la suite, je peux tout à fait dupliquer un bloc, puis changer l'image, changer le texte, avoir actualité 1, actualité 2, etc. Ça peut être assez intéressant pour avoir un modèle visuel assez facilement modifiable. Si la couleur ne vous plaît pas, si la police ou la couleur ne vous plaise pas, vous pouvez toujours changer l'arrière-plan. Ça va être ici. Voyons. Malheureusement, l'ordinateur est un peu lent. Ok, background. Si j'aime mieux le rouge fédération qui est un Bourgogne et le mélanger avec d'autres couleurs, c'est quelque chose que je peux faire. Malheureusement, j'ai très mauvais goût, que ne vous fiez pas à moi, mais c'est là où vous pouvez vraiment bricoler ou, encore une fois, évaluer selon les compétences de vos membres, de vos bénévoles. S'il y a des personnes qui ont moins d'appétit pour la recherche historique, mais qui ont une fibre artistique un peu plus poussée, ça peut être quelque chose d'intéressant de leur confier cette tâche de bricoler des visuels, bricoler des modèles standards, puis le contenu ensuite est partagé dans les responsabilités entre la recherche d'images, la création des textes, l'approbation des textes. Peut-être une bonne manière aussi de gérer ce travail collaboratif. Est-ce que vous avez d'autres questions sur MailChimp? J'aimerais qu'on passe à Canva, la fameuse loi 24. Ok, je parlerai tout à l'heure de la loi sur le renseignement personnel. C'est dans le bloc de toutes nos formations et des services qu'on offre. Canva. Donc, Canva, c'est assez intéressant pour l'aspect d'ajout de filigrane, la création d'un modèle visuel que vous pourrez réutiliser, modifier. Canva va aussi vous suggérer des formats qui sont adaptés aux réseaux sociaux. Vous avez parfois des images que vous devez ouvrir pour voir en exhaustivité. Et puis, la version gratuite est assez intéressante. On vous demande juste de créer un compte, puis vous avez quand même accès à un assez grand nombre de modèles. Puis, on va faire un petit chemin ensemble sur Canva. Encore une fois, suffit de connecter. Dominique, est-ce que... Okay. On y arrive. Ok. Bon. Là, j'ai mon compte Canva gratuit et je peux aller chercher dans les modèles, par exemple. Vous avez des exclusivités sur la couverture de l'Histoire Québec de juin. Je pense que vous les avez vu quelques instants. Bon, je suis navré que ce soit aussi lent. Si je veux, réseaux sociaux, je vais chercher un modèle qui est adapté à une publication Facebook. Donc, encore une fois, cet aspect de créer d'avoir du contenu visuel qui est lié à une image pour faire en sorte que l'image, que le contenu soit plus porté. Si vous n'avez pas forcément d'archives, mais que vous voulez utiliser un mini logiciel de design dans le sens très accessible, ça peut être une solution. Ah mon Dieu, pourquoi c'est long? Vous avez les petites couronnes qui sont les modèles payants, mais il y a quand même de quoi faire avec les modèles gratuits. Mettons, oui, je les prends au hasard. Puis ça peut être, comme je disais, l'occasion de développer un modèle unique qui est modifiable avec toutes vos activités. Si vous avez des conférences à annoncer, vous pouvez garder le même modèle visuel, puis changer éventuellement, bien sûr, changer la description, changer le texte. Mais c'est assez simple, une fois que vous avez votre identité, si ces couleurs ne vous plaisent pas, vous pouvez les changer, vous pouvez ajouter des formes, ajouter les photos que vous voulez. Mettons que je vais ajouter... qu'est-ce que je peux ajouter? Une grande flèche. Non, ça c'est moche. Une grande flèche parce que c'est dans notre image visuelle. Est-ce qu'elle est passée?
j'ajoute une flèche. Encore une fois, vous devinez que c'est pas moi qui ai la main la plus artiste dans la fédération. Mais ça peut être c'est un autre outil collaboratif. Vous pouvez tout à fait partager le compte et dire hey, j'ai fait un modèle, veux-tu le valider, veux-tu le commenter? Vous pouvez tout à fait commenter les modèles, mettre des commentaires pour les personnes qui travaillent avec vous sur un dossier. Donc, je vais changer cette image-là. Je vais mettre Monsieur Bélanger, le ministre Bélanger. Puis, je vais simplement glisser et ça c'est rentré à la bonne place. En arrière, je ne suis pas satisfait du fond vert. Je vais mettre une image de la maison, la maison Forgette. Pourquoi ça ne marche pas? J'ai raté mon copier. Bon, je l'avais tout à l'heure. Ok, je sélectionne la bonne. Bon, je peux aussi jouer avec les plans. Est-ce que je la mets devant ou derrière l'autre? Reculer. Oups. Elle, je vais la faire avancer pour qu'on la voie devant. Et puis, ajuster l'image. Bon, c'est très laid, mais vous comprenez le principe. Et sur l'aspect des filigranes, vous pouvez tout à fait avoir votre logo déjà enregistré. Ça peut être, vous importez ce que vous voulez comme fichier visuel. Lise, allez-y, je vous en prie, pour votre question. Est-ce qu'on doit, en fait, une fois qu'on a bricolé notre image, Oui, est-ce qu'on doit comme la télécharger? C'est quel oui. format? C'est un JPEG ou est-ce qu'on a des choix? Ou, Ah, ça, c'est vraiment le fun. Je vais finir ma démonstration Mhm. pour le filigrane. Donc ici, vous avez plusieurs logos. J'ai le logo de la fédération qui est vraiment en blend complet. Je pourrais tout à fait le mettre, mais vous voyez qu'il est moins, qu'il vient avec son fond. Si vous avez votre logo en PNG, donc avec le fond qui est découpé, vous pouvez aussi l'importer et l'intégrer à la photo, le mettre à l'endroit qui vous convient le mieux, ajuster la taille. Mettons que je fais une affiche pour annoncer le prix Léonidas Bélanger. Le texte est trop grand, je vais l'ajuster. Ok, je suis satisfait de mon image, dans l'idéal. Partager. Je peux directement la partager sur Facebook, ce qui est moins intéressant parce que trop rapide, mais je peux la télécharger en PNG, en JPEG, en PDF au besoin. Je peux avoir quand même un assez... La version gratuite permet de le télécharger en assez bonne qualité. Je pense que la version payante est $5. Si vous avez des fonds à mettre ou des subventions qui vous permettent d'avoir un abonnement pour un outil de travail visuel facile, ça peut être celui-là. Image, vous pouvez aussi créer des vidéos, mais ça, c'est peut-être si vous voulez jouer avec animé, mettons que je veux faire popper un petit peu plus mon contenu, je peux faire jouer mon texte. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez le texte qui switch un petit peu de gauche à droite? Je peux changer mes images pour qu'elles pop. Oh, c'est très... Vous voyez les possibilités. Ne jugez pas mon talent artistique. C'est toujours dur avec quelqu'un qui regarde derrière votre épaule, mais vous voyez l'idée de tout ce qu'on peut faire et je peux le partager dans ce cas-là. Comme c'est une animation, je peux la partager en vidéo. Puis c'est quelque chose que vous pouvez mettre aussi pour bonifier, pour changer un petit peu, plutôt que d'avoir des images tout le temps, d'avoir du contenu visuel qui bouge. Ça se partage également très bien. Puis ça se partage sur tous vos réseaux, tous vos différents réseaux. Est-ce que ça va pour la partie de ces deux petits outils? On est passé très vite, mais il faut se faire la main. Puis une fois que vous avez un modèle, vous pouvez tout à fait le dupliquer et changer tout ce que vous voulez changer comme élément pour que ce soit ajusté à votre besoin. Moi, j'avais fait ça. OK. Il nous reste une dizaine de minutes, on est dans les temps. Donc, pour résumer à peu près ce que j'espère avoir apporté ce soir, la première, c'est l'enjeu d'identifier votre public, vos publics, pardon, les différentes personnes qui fréquentent votre page, vos pages, et les manières de les rejoindre, de les garder ou de les convertir en membres en répondant, pardon,
à leurs attentes. Le deuxième point, c'est différentes manières de créer du contenu ou ce qui est le plus efficace de réutiliser le contenu dont vous disposez déjà. L'aspect des éphémérides qui vous permet de mettre en avant de manière régulière un calendrier de publication ou de partager des monographies anciennes avec cette question des dates toujours. Je prends cette entrée parce que c'est la plus évidente pour moi qui ne suis pas dans vos collections et dans votre vie, dans la vie de vos sociétés d'histoire. Mais c'est une manière assez facile d'avoir un lien constant et régulier avec vos, vos membres. Je finis et puis je réponds pardon à Hélène. Hélène, oui. Et quelques points pour maximiser votre audience, notamment en vous ancrant dans la communauté locale et surtout en utilisant les options de inviter les gens, faire que vos membres invitent leurs amis en, et puis inviter les gens pardon, qui réagissent à vos publications. Quelle est la meilleure plateforme pour créer une persona gratuite si possible? En fait, les personas qui ont été créés, je pense que pour moi, comme pour Claude et Véronique, on a travaillé sur Word, peut-être. C'est juste des textes, une image. Oups, je vais aller trop loin. Je vais sortir du plein écran. En fait, pour moi, j'ai travaillé directement dans le document de présentation, mais c'est tout simplement le contenu textuel qui est ajouté à une image, puis l'image, c'est le lien qu'avait recommandé Guillaume, cette personne, this person does not exist, qui morphe des images existantes pour créer des fausses identités. Est-ce que ça répond à votre question, Hélène? Oui, merci. Bienvenue. Ok, je réponds à la question de Guy. Oui. Ah, mon Dieu, je suis allé loin. Ok. Pardon pour le choc épileptique. Je termine en essayant de ramener un petit peu ces 3 séances de formation dans les services qu'on offre. Si on se connaît depuis 2022, depuis les formations de rayonnement numérique, vous voyez qu'on commence tout juste à faire vraiment un programme de formation qui est solide et qui essaie d'être solide et qu'on va aller chercher des formations adaptées à vos besoins. On va aussi débloquer les budgets pour ça. C'est certain que s'il y a des demandes, on va les chercher. Vous avez eu récemment, qu'est-ce que j'ai écrit? En 2022, il y a eu des formations sur le rayonnement numérique. Vous avez également eu une formation sur le programme GeoBénévole qui a donné lieu à une boîte à outils qui est disponible. Encore une fois, ce sont des choses qui sont disponibles aux membres gratuitement sur demande. On est en train de bonifier l'approche pour que le site Internet permette d'y avoir accès en tout temps sans avoir à nous faire de demande. Mais on veut quand même que ce soit réservé aux membres parce que, oui, c'est gratuit parce que nos membres sont généralement bénévoles, mais c'est un avantage, un service membre. Bénévole en 2022, rayonnement numérique. Et puis depuis septembre, une formation sur la loi 25 qui était plutôt une séance d'explication sur les différents calendriers. Puis ça, on a une boîte à outils qui est également disponible, encore une fois à la demande, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on a eu? J'ai comme un blanc. Formation sur la loi 25, le programme Musée numérique du Canada pour des financements d'expositions virtuelles. En novembre, Eric, j'ai oublié son nom. Eric de la Société historique de Bellechasse nous a fait une très bonne démonstration sur comment constituer un fonds d'archives, un centre d'archives. Les 3 séances actuelles concluaient un cycle sur la formation numérique. Le 7 mars, nous présentons la mesure Impliquer Action, donc qui est un programme du ministère de l'Éducation qui permet aux organismes bénévoles, membres de la FHQ et membres d'autres organismes de regroupement, de mener une campagne de fonds qui, en récoltant 1 000 $, vous apporte 4 000 $. En fait, 1 000 $ de récoltés auprès du grand public, plus 4 000 $ du ministère, jusqu'à
Si vous récoltez 11 000 $, le ministère peut vous apporter 44 000 $. Donc, pour un total de 55 000, ça peut être intéressant. Mais c'est quand même un grand enjeu. Je vous invite à venir. Ça va être une occasion de démontrer les différentes exigences du programme. 22 mars, on a une rencontre avec le Conseil du patrimoine religieux qui permettra de parler des journées du patrimoine religieux et qui vous donnera quelques outils sur comment animer, comment mettre en scène le patrimoine culturel bâti notamment. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des besoins pour 2023-24. Je vous ai parlé de reprendre et mettre à jour la question de la loi 25 sur les renseignements personnels. Donc ça, c'est une loi qui est progressive, dont l'application est progressive. On a eu une première étape en septembre 2022, une deuxième étape s'en vient en septembre 2024, puis tout sera complété en septembre 2023, pardon. Ah, je suis mélangé. Première étape, septembre 22, avec des exigences à atteindre. Deuxième étape, on approche en septembre 2023, et puis tout est complet en septembre 2024. Tout est expliqué dans la boîte à outils. Écrivez-moi si vous voulez y avoir accès, et on fera probablement une mise à jour en septembre 23, pour ce point-là. Je vous parlais d'une formation en droit d'auteur. Là, comme c'est très compliqué, qu'on ne veut pas vous dire n'importe quoi, on va vraiment chercher des avocats, puis ça coûte un peu plus cher, mais on essaye de débloquer tout ce qu'il faut. Puis, on est ouvert aux demandes. Il y a probablement des zones d'ombre qu'on ne voit pas, des points de bonification, de perfectionnement que vous voulez avoir, qui sont peut-être déjà existants chez nos membres et qu'on peut aller chercher pour les mettre de l'avant. Dominique Dufour, on a fait la preuve quand il est intervenu le mois dernier pour parler de ses compétences, pour exposer ses compétences sur l'ajout de filigrane dans un document numérique visuel. C'est l'intérêt aussi de la fédération, c'est d'être un réseau d'expertise partout au Québec avec des gens qui sont capables de nous expliquer des choses aussi complexes et aussi diverses que la création d'un centre d'archives ou le financement, la recherche de bénévoles. Fait que j'aurais fait le tour. J'ai parlé vite, mais j'ai beaucoup toussé, fait que ça compense un petit peu. Avez-vous des questions? Vous avez mon courriel. Je me rappelle plus ce que j'avais marqué. Vous avez mon courriel si vous avez des besoins ou des commentaires ou des suggestions. J'espère que ça a été utile. C'était vraiment, on s'éloignait de la théorie qui a été dans les deux premières séances pour aller plus dans la pratique et la chair. Puis encore une fois, c'était c'était trois items. Donc, connaître le public, créer du contenu, maximiser la visibilité qui venait vraiment de l'expérience que j'ai moi-même de créateur de contenu et surtout que j'espère qu'on partage de personnes qui aiment voir de l'histoire incarnée sur les réseaux sociaux par le travail que vous faites. Puis c'est pour ça aussi que je suis content d'avoir eu plein d'exemples un peu partout de vos membres. Et oui, n'hésitez pas aussi à partager auprès de nous. Je pense que la dernière en date, c'est Histoire et Archives Laurentides qui nous a dit on célèbre les 50 ans de la grève de l'usine textile. J'ai oublié le nom, je suis navré. Puis ils nous ont envoyé leur contenu, fait qu'on a pu le partager le jour éphéméride, qui sont le jour de cet événement, ce qui sont des choses qui marchent toujours très bien, les éphémérides, et puis qui se développent plus loin que la journée même. Merci beaucoup. Je reste quelques minutes si vous avez des questions, puis sinon, on se revoit le 7 mars ou le 22 mars. En avril, je vous garde encore la surprise sur la thématique. La loi 25, donc si vous voulez, Guy, je vais vous envoyer la boîte à outils. Et puis, on en reparlera en septembre. Et le prochain événement, c'est le congrès de Boucherville. Je vous attends en mai. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, Bonsoir. merci.